Celui que je retiendrai, c'est ne rien lâcher. Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je suis avec Aurore Vasse, la créatrice de Téméris, qui réinvente la minaudière. Bonjour Aurore. Bonjour Anne. Alors Aurore, la question que je pose à tout le monde, est-ce que tu as toujours aimé les bijoux ? Curieusement, non, pas toujours. J'ai commencé à aimer les bijoux vers l'âge de 18 ans. Avant, j'aimais pas ça du tout parce que ça me gênait. Je faisais beaucoup de piano, j'étais élève au conservatoire et ça me gênait. Les bijoux me gênaient, les bracelets, les bagues, ça me faisait très très mal. Du coup, j'aimais pas ça du tout. Mon premier coup de cœur avec un bijou, c'était grâce à ma tante qui venait d'acheter une montre Chanel. Sa maman lui avait offert un petit bracelet en argent et elle trouvait qu'elle n'avait pas de montre pour aller avec ce petit bracelet. C'était un petit bracelet de pacotille en plus. Et du coup, elle est allée chez Chanel et elle a acheté la matelassée. Je trouvais ça incroyable. Bon, évidemment, il y a plus de moyens que chez moi, mais je trouvais ça exceptionnel de se dire « Ah bah tiens, je vais aller chez Chanel pour m'acheter une montre qui va aller avec un petit bracelet de pacotille, ça sera très joli. » Et ça a été mon premier coup de cœur et je me suis dit « Bah cette montre, ça va être mon premier bijou. » Voilà, j'en ai eu d'autres, bien entendu, mais je les mettais pas. Et puis, quelques années plus tard, mon mari me l'a offerte, cette montre. Voilà, et je la porte toujours. Tu viens de relancer la minaudière. Oui. C'est curieux comme nom, et pourtant c'est assez ancien quand même. C'est la maison Van Cleef qui a inventé ce terme de minaudière et qui a créé les premières minaudières, donc des accessoires comme un couteau suisse, on va dire, mais pour les femmes. À l'époque, on trouvait beaucoup d'accessoires autour de la cigarette, du poudrier, du rouge à lèvres, et il se trouve que celle dont j'ai hérité, puisque l'histoire commence avec un héritage, celui de mon grand-père, qui avait créé une minaudière pour ma grand-mère. Alors dedans, on retrouvait un petit rouge à lèvres, un poudrier, et puis un vaporisateur de parfum. Tous les jours, j'étais face à cet objet, et je me disais, mais pourquoi j'ai pas la même chose dans mon sac à main ? Moi, je partais très tôt le matin pour aller à Paris. Quand on habite Compiègne, c'est assez loin. Partant très tôt, finalement, j'étais toujours obligée de mettre tout un tas d'accessoires dans mon sac à main. Un rouge à lèvres, évidemment, je me retrouvais à la fin de la semaine, j'en avais 10 dans le sac à main et jamais le bon. Et chaque matin, cette minaudière était sur ma table de chevet. Et je me disais, mais pourquoi ça n'existe pas ? Alors j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. Et puis l'histoire a débuté comme ça. Ça nous remonte en quelle année alors ? Pour moi, c'était il y a une quinzaine d'années. J'avais monté ma première agence. De minaudière ? Non, pas du tout. Une agence de marketing digital, pardon. Donc tous les matins, je partais dans le 17e arrondissement. Je suis sur un métier de représentation. Et puis malgré tout, j'aime être coquette de toutes les façons. Donc j'aime bien porter un rouge à lèvres, un petit fard à joues et puis sentir bon. Je trouve que c'est important quand on est face à un interlocuteur d'être présentable.
Et puis c'est important pour moi aussi. J'avais les rouges à lèvres, le fard à joues, un miroir aussi, ou alors quand j'avais pas le miroir, c'était vite fait dans la rue, un rétroviseur de voiture. Et puis mon parfum, ça pèse 1 tonne dans le sac à main, c'est pas très pratique. Toutes ces idées finalement se sont agrégées et m'ont poussée à ressortir cette minaudière. Et donc, il y a 15 ans, on ressort la minaudière. Ah oui. Tu es dans ton agence. D'un seul coup, tu te dis, finalement, maintenant, la minaudière, ça va devenir le point central. Alors, c'est pas venu comme ça. Il y a 15 ans, j'étais dans mon agence et puis j'ai revendu mon agence quelques années plus tard. Donc, je suis repassée salariée. Quand on a goûté à l'entrepreneuriat, c'est compliqué de repasser salarié. C'est très confortable, ça je dois l'admettre. C'est chouette, il y a le salaire qui tombe tous les mois sans trop se poser de questions. Mais au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, perdu dans les multiples reportings qu'on fait pour le PDG, le DG, le DAF, le directeur commercial, etc., on perd un petit peu de sens à ce qu'on fait et puis on essaye de trouver une autre idée. Et puis cette idée de minaudière, ça faisait longtemps qu'elle trottait. Alors il faut savoir que moi j'ai 10 idées à la minute. Mon associé peut en témoigner d'ailleurs. Il a déjà eu des appels tard dans la nuit de ma part en lui disant j'ai une super idée, il faut qu'on le monte en place. Alors maintenant il décroche plus, il le fait plus. Mais celle-ci persistait. Je me disais, voilà, l'aventure avec mon associé va s'arrêter là. Je vais monter cette minaudière toute seule. Je vais le faire, je vais me lancer. Persuadée qu'il ne me suivrait jamais. Parce que Paul, mon associé, à l'époque, c'est plutôt du genre bagnole, les montres. Donc je le voyais mal parti dans cette aventure de minaudière avec de la cosmétique. Mais bon, je décide quand même de lui en parler. Et pour lui en parler, en fait, je ne dis rien. Je lui mets simplement la minaudière de mon grand-père dans la main. Et là, c'est incroyable. Je laisse toucher, je ne dis pas un mot. Il la touche, il la retourne dans tous les sens. Il comprend très vite le système et pourtant, c'est assez ingénieux. Enfin, c'est pas, tout le monde ne peut pas comprendre tout de suite comment ça fonctionne. Et il me regarde au bout de 10 minutes, il me dit « Je sais exactement ce que tu veux faire ». Et puis, il me décrit mon idée. Tu veux créer une nouvelle minaudière avec 3 accessoires de beauté nomades, avec des capsules de recharge et des capsules interchangeables. Et je lui dis, oui, c'est exactement ça. Et il me dit, si tu veux, moi, je suis d'accord, je le fais avec toi. Incroyable. Me voilà repartie pour une nouvelle aventure avec Paul, sachant qu'on avait déjà mené une première aventure sur le marketing digital. Eh bien, c'est parti pour une nouvelle aventure sur les minaudières. Donc, le projet commence quand ? Alors, il y a 5 ans, on en parle, mais on est encore salarié de cette entreprise qui a racheté notre précédente agence de marketing. Et puis, au bout de 2 ans, on se dit, c'est pas possible, on peut pas travailler les samedis et dimanches pour construire ce projet. C'est assez chronophage, ça prend beaucoup de temps, il faut rechercher plein de choses. On vient pas du luxe, on vient pas de la cosmétique. Nous, tout ce qu'on fait, finalement, c'est du vent. Ce sont des campagnes qui disparaissent au bout de quelques mois. Et là, créer un produit qui va rester et s'inscrire dans la durée, c'est complètement différent et on vient pas de ce milieu-là. Donc, il y a beaucoup de travail, beaucoup de recherche et tout ça, on peut pas le faire le samedi et le dimanche. Donc, on décide de quitter ces postes qui sont très confortables pour monter cette nouvelle aventure. Donc, on se met de nouveau en risque. Le choix que tu as fait, c'est donc une minaudière précieuse. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire ? Effectivement, pour réaliser cette minaudière, on avait 2 choix. Le premier choix, c'était d'aller très vite et donc de passer par l'Asie. Alors, soit on avait la possibilité de faire un objet assez rapidement, en plastique, mais c'était pas du tout l'histoire qu'on voulait construire. La minaudière que mon grand-père a conçue pour ma grand-mère, elle est en galalite. Ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour savoir que c'était de la galalite. Il a fallu que je rencontre beaucoup d'artisans pour savoir ce que c'était que la galalite et je n'avais jamais entendu parler de ce matériau. Il se trouve que c'est un matériau qui a été inventé par un Français en 1873 et qui est composé à 95% de lait et 5% de vinaigre blanc. Donc on fait cuire le lait et le vinaigre blanc à basse température, ça fait ressortir la caséine de lait et ensuite cette caséine on vient la filtrer, la teinter dans la masse et puis on la fait cuire à très basse température. Finalement ça devient comme un plastique, sauf que c'est 100% éco-responsable et 100% biodégradable. Donc ça devient comme de la pierre,
Le laminodière de mon grand-père a à peu près une centaine d'années. C'est dur comme de la pierre, ça n'a pas bougé. Pour autant, si je la mets dans de la terre, 4 mois plus tard, je reviens, il n'y a plus rien. Alors, à partir de cette galalite, C'était important pour moi de repartir sur la même base que celle de mon grand-père. En plus de ça, je me suis dit, ça va être super facile, puisque lui, dans les années 30, il a réussi à la concevoir sans aucun problème. Ses frères étaient tous artisans à l'époque, pas très riches. Donc, ils avaient réussi à faire cet objet extraordinaire juste en bricolant. Donc, il était impératif pour moi de reconstruire la même chose. Donc, on est parti sur la galalite. C'est pas tout à fait évident parce qu'on n'en a plus de la galalite. Donc on a cherché, on a quand même réussi à trouver un fabricant de galalite en France et usineur en même temps avec qui on travaille. Ça tombe bien parce qu'en plus il travaille avec d'autres industries du luxe et d'autres grandes marques du luxe. Donc c'est aussi rassurant, c'est également un gage de qualité. Et puis il y a d'autres matériaux qui composent bien entendu la minaudière, à savoir le laiton et puis ensuite les pierres précieuses. Donc le laiton, pourquoi on l'a réutilisé? Parce qu'il est recyclable à l'infini. Quand je fonds 100 grammes de laiton, si je le reforme, j'ai de nouveau 100 grammes de laiton. Donc l'objectif, c'est que les clientes, une fois qu'elles ont terminé leur rouge à lèvres, c'est qu'elles nous renvoient le rouge à lèvres vide. Et nous, on peut soit nettoyer ce rouge à lèvres et le remettre en circulation, soit on va le refondre et refaire un nouveau rouge à lèvres. Et puis les pierres, ça nous semblait évident pour le capot de poudrier de faire quelque chose de très joli. On est passé par des lapidaires qui sont sur Paris, donc 2 jeunes lapidaires qui sont extraordinaires, qui nous font un travail incroyable. Donc on a plusieurs types de pierres. On travaille avec de la marqueterie de pierres ou alors on va aller chercher des pierres qu'on ne retrouve pas partout, par exemple la piétersite ou la malachite, le lapis lazuli, on va faire différentes collections. donc le laiton, il est doré à leur fin. Oui, tout à fait. Et pour le laiton, en fait, on passe par un galvaniseur qui est dans le nord de la France. On dépose une couche de 2 microns d'or sur l'ensemble des éléments qui composent la minaudière. Donc on est sur un objet très précieux, on va dire. Tu as cité les pierres. Alors, bon, turquoise, tout ça, ça va. Malachite, ça le fait. La piétersite. Alors, la piétersite, effectivement, on n'en trouve pas partout. Elle était extraite d'une montagne en Afrique du Sud et on va retrouver à l'intérieur de cette pierre un amalgame de différentes pierres. En l'occurrence, on va retrouver du lapis lazuli, de l'obsidienne et de l'œil de tigre, ce qui lui donne une couleur incroyable. On l'appelle également la pierre de tempête. Alors, nous, cette pierre-là, on l'a achetée dans une salle des ventes. On achète un bloc. Alors, à chaque fois, c'est une vraie surprise parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. Là, la surprise est bonne et en même temps pas si bonne que ça parce que sur un énorme bloc, finalement, on n'a pu réaliser qu'une seule médaille. Et donc, tout le reste du bloc ne nous sert à rien. Donc, c'est aussi un pari, une surprise, en fait, ce que va nous révéler une pierre. Cette pierre des tempêtes, elle est de quelle couleur? Alors, elle est bleue, noire et dorée. Et en fonction de la luminosité, quand vous la tournez et en fonction de l'accroche de la lumière, elle a une couleur qui est complètement différente. Donc, si je me souviens bien de l'objet, donc bon, c'est un carré, et donc dessus est posé justement un disque, Oui, façon un peu, je dirais, art déco, complètement. et c'est ce disque qui est en pierre dure. Exactement. Donc, il y a combien de modèles? Alors, on a effectivement 5 gammes de minaudière. On a l'éclat de noir qui est composé d'une médaille en galalite avec la gravure de l'Amazone Téméris au centre. On a l'éclat de lapis lazuli qui, comme son nom l'indique, est réalisé avec une pierre en lapis lazuli. Alors le lapis lazuli, c'est très joli parce que c'est un bleu profond et des paillettes d'or. Moi, je ne saurais pas vous dire laquelle je préfère aujourd'hui. On a également l'éclat de malachite qui est verte avec des vagues aussi à l'intérieur. Je la trouve absolument incroyable, cet éclat de malachite. On a l'éclat de piétersite dont je viens de vous parler. Et puis, pour terminer, on a la Médicis. Alors, la Médicis, elle est incroyable puisqu'on reprend une technique ancestrale qui est la marqueterie. Donc là, on a plusieurs pierres qui sont découpées en petits morceaux. On a de la holite, on a de l'obsidienne,
On a de l'œil de tigre, du jaspe rouge et du jaspe rose. Et tout ça vient former un modèle assez art décoratif. C'est un clin d'œil à mon grand-père qui, à l'époque, avait dessiné un modèle en nacre pour ma grand-mère. Moi, je suis moins fan de la nacre. Donc, on a redessiné avec notre designer un modèle plus art déco, mais extrêmement complexe à réaliser. Il faut une centaine d'heures de travail pour réaliser cette marqueterie. Maintenant, on va passer à l'idée du maquillage. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeunes filles qui disent « Ouais, bon, le maquillage, c'est pas bien, moi je suis mieux au naturel, etc. » Et toi, tu dis « Bah non, ma minaudière, c'est pour les Amazones du 21e siècle. » C'est pour les Amazones du 21e siècle, bien entendu, mais il faut aimer le maquillage. Moi, je ne force personne. Effectivement, il y a des jeunes femmes ou même des plus âgées qui revendiquent le droit de ne pas se maquiller, de ne pas s'épiler. Tant mieux, c'est génial de pouvoir avoir une liberté d'expression. Moi, quand je me maquille, je me sens beaucoup plus forte. Et d'ailleurs, pour savoir ce que pensaient les gens du maquillage, j'ai interrogé mon réseau sur LinkedIn et j'ai posé la question suivante. Quel est votre rapport au maquillage ? Et curieusement, on a eu énormément de réponses dans toutes les tranches d'âge et on a eu également des hommes, assez surprenants d'ailleurs. Et tout le monde nous répondait, eh bien moi, le maquillage, ça me sert à me rendre plus forte. Également pour les hommes aussi. C'était drôle d'avoir autant de témoignages. D'ailleurs, on ne s'y attendait absolument pas. Mais tous se rejoignaient, à savoir le maquillage, ça nous aide à être plus forts. C'est comme une armure qu'on met pour aller voir les autres, c'est ça ? C'est exactement ça. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime le terme d'Amazone, parce que les Amazones ont une armure, et aujourd'hui, les femmes ou les hommes vont porter le maquillage comme une armure pour affronter le quotidien. Donc, si je me souviens bien, tu as fait une campagne de communication tout à fait extraordinaire. Et oui, c'était la suite logique, en fait, quand on a récupéré toutes ces informations, on s'est dit, on va exploiter ces informations et on va aller un petit peu plus loin. Donc, on est rentré en contact avec ces Amazones du 21e siècle pour leur proposer un shooting photo. On a commencé aujourd'hui cette campagne de communication autour des Amazones du 21e siècle et ça n'est pas terminé. On a sélectionné des femmes qui ont un tempérament extraordinaire, qui ont monté leur société, qui se battent tous les jours pour exister et c'est pas si facile que ça. Encore aujourd'hui, on a aussi des hommes qui portent le maquillage comme une armure. Et donc, on a fait toute cette série de portraits sur mon compte LinkedIn. Et on a trouvé des femmes et des hommes qui sont admirables et qui portent le maquillage comme une armure. Et qui vont nous dire, voilà, pourquoi dans mon quotidien de femme ou d'homme, pourquoi ça m'aide ? Dans cette campagne, tout à fait originale, la représentation est aussi totalement originale. C'est-à-dire que, 1, ils revêtent une robe façon toge, et 2, ils choisissent leur minaudière. Exactement, mais pas que, il y a une suite. On propose toujours à nos Amazones la robe, qui est une robe de haute couture, et qui nous plaît beaucoup parce qu'elle a un côté assez impérial, et en plus de ça, je trouve qu'elle va à toutes les femmes, elle est assez magique cette robe. C'est une robe blanche qui est sur une épaule est complètement dénudée de l'autre et resserrée par une ceinture dorée. Avec un plissé façon Madame Gray. Avec un plissé extraordinaire qui plaît beaucoup à nos photographes parce que selon la pose de notre Amazone, eh bien, la tenue est complètement différente. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec ces Amazones, c'est qu'elles ont toutes un caractère complètement différent, mais elles ont cette pugnacité en commun. Et à chaque fois, sur chaque photo, on voit exactement le caractère de chaque Amazone. C'est assez incroyable de voir ces portraits. Sans lire la description, on est capable de connaître le caractère de l'Amazone qu'on a en face de soi. Un fond presque neutre, puisque c'est un brun travaillé, une robe identique pour tous, et ça donne la personnalité de chacun avec sa minaudière choisie. Effectivement, à chaque fois, on demande à nos Amazones de choisir sa minaudière. Il y a des gros coups de cœur à chaque fois, c'est assez drôle. On leur demande aussi, on leur pose la question, est-ce que vous voulez poser avec la robe ou est-ce que vous voulez poser en smoking noir ? Et systématiquement, on a les deux. Elles veulent être shootées avec
la robe blanche et le smoking noir. Donc cette campagne tout à fait extraordinaire, qu'est-ce que vous allez en faire maintenant ? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette campagne, elle n'a pas été du tout préméditée. On est parti d'une question, et de cette question, on a fait des portraits. De ces portraits, en fait, on a eu plein de réponses. On s'attendait absolument pas à avoir toutes ces réponses. Et pourquoi s'arrêter ? Ce serait idiot de s'arrêter là. Il y a tellement de femmes qui ont tellement de choses à dire. Et je rappelle juste que ce ne sont que des femmes entrepreneurs qui sont débordées. On a un docteur en neurosciences, on a une expert comptable, on a plein de métiers complètement différents et des Amazones qui sont prêtes à témoigner et à porter le produit en disant « Je suis une Amazone du 21e siècle, j'aime me maquiller et cette minaudière, elle est faite pour moi. » C'est quand même un produit de luxe que tu as créé. Non seulement elle est minaudière, mais le maquillage est extrêmement calculé. C'est présenté dans une grande boîte. Tu nous l'as décrit et tu nous racontes comment tu as fabriqué tes produits. Toutes nos cosmétiques sont bio et véganes. On passe par un industriel basé en Normandie. Ça, c'était également très important pour nous. Il faut savoir que tout l'environnement de Témiris est made in France. À aucun moment, on va passer par l'étranger pour réaliser notre minaudière ou nos cosmétiques. Le coffret dont vous parlez, Anne, est un coffret en bois dans lequel on va venir ranger sa minaudière, mais également on va pouvoir ranger l'ensemble de ses rouges à lèvres et l'ensemble de ses poudres. On a aujourd'hui une gamme de 6 rouges à lèvres qui vont du nude jusqu'au rouge glamour. Et puis on a également une gamme de poudres. Ça va du blush à l'highlighter, au fond de teint, jusqu'à l'anti-cerne. Et toutes ces recharges, on va pouvoir les ranger dans le coffret qu'on appelle le coffret Ultimate. Et combien ça t'a pris de temps et comment tu t'y es pris ? Parce que je suppose que tu t'y connaissais pas plus que ça en cosmétique pour arriver à faire fabriquer les cosmétiques que tu souhaitais. Alors, ça prend beaucoup de temps. Heureusement, on est extrêmement bien entouré. On a eu une chance incroyable, c'est qu'on a réussi à séduire tous les artisans qui travaillent autour de nous. Que ce soit le lapidaire, que ce soit le galvaniseur, que ce soit le dinandier ou le fabricant de cosmétiques. Tous ont eu un énorme coup de cœur quand on leur a présenté Témiris. Du coup, tout devient facile parce qu'ils vont vous conseiller tout de suite les meilleurs produits, la meilleure façon de travailler. Je rappelle, moi je viens du marketing digital. Je n'ai jamais rien conçu de mes mains. Donc c'est la première fois qu'on conçoit un produit qui est physiquement palpable. Si tu nous faisais un petit tour de France. Ça va aller vite puisqu'on n'a que 4 artisans qui travaillent pour nous. On a un galvaniseur qui est dans les Hauts-de-France. On a un fabricant de cosmétiques qui est en Normandie. On a l'usineur de laiton qui est à Senlis. Et on a le fabricant de galalite qui est basé dans le Jura. Tu viens de dire que tu étais bien accompagnée. Quels sont les organismes qui t'ont aidée ? Alors là, c'est formidable. On était assez isolés, Paul et moi. On a l'habitude de travailler tous les deux et de se débrouiller tout seul à la MacGyver. Un ami, un jour, nous a parlé d'un incubateur qui s'appelle Itera, qui est basé à Compiègne. Et alors là, c'est formidable parce que cet incubateur nous a ouvert toutes ses portes. Et puis, ça augmente crescendo. On est accompagné par l'incubateur Itera, par Réseau Entreprendre, par Initiative Oisest, et puis également le dernier en liste, la BPI, qui nous soutient financièrement. Et la seule question que je t'ai pas posée, c'est Témiris. Pourquoi ce nom-là ? Témiris, c'est le nom de la dernière reine des Amazones. Alors, logiquement, elle s'appelle Tomiris, sauf que je trouvais ça un petit peu guttural. Donc, on a préféré adoucir le nom de Tomiris et on a remplacé le O par un E, ce qui donne Témiris. Alors, le logo de Témiris, c'est une Amazone qui a été dessinée par notre designer et elle a une petite particularité, cette Amazone, c'est que c'est un clin d'œil à l'histoire de mes grands-parents qui étaient résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y avait une phrase qui a été prononcée par la BBC qui était à destination de mes grands-parents pour aller faire sauter un pont dans le nord de la France. Cette phrase, c'était « Coco a besoin d'oxygène ». Alors Coco, c'était le surnom de mon grand-père.
Auxy, c'était la ville de naissance de ma grand-mère, Auxy-le-Château. Et Gênes, c'était la ville de naissance de mon grand-père, Gênes-Iverny. Et les deux emblèmes de Auxy-le-Château et Gênes-Iverny, c'est un château et un aigle. Donc l'Amazone va porter sur son épaule un château et dans sa chevelure, un aigle. Comment tu définirais aujourd'hui ton métier ? Parce que tu m'as dit, je crée des cosmétiques, je crée une minaudière, je crée une entreprise, je viens du digital, je suis donc tombée amoureuse de l'artisanat, je suis tombée amoureuse du luxe. C'est quoi ton métier aujourd'hui ? Ce que je pourrais dire, c'est gravir une montagne avec une paire de tongs. Et qu'est-ce que tu préfères dans ce métier ? Ce que j'aime le plus, c'est vraiment être avec mes artisans. C'est le moment où je m'épanouis le plus. C'est curieux, parce que quand on est dans l'usine de laiton, il y a du bruit, ça sent pas forcément très bon, et c'est pour autant, c'est là que je me sens hyper bien, je me sens mieux dans cette usine que n'importe où ailleurs. En tant que femme, est-ce que ça a été un avantage, quelque part, à être une Amazone ? Aujourd'hui, je me sens une Amazone à part entière parce que ça a été le parcours du combattant pour monter cette minaudière. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus à temps plein. C'est extrêmement complexe et surtout quand vous n'avez pas la technique, que vous ne connaissez pas ce métier, que vous ne connaissez pas tous les autres métiers qui composent cette minaudière et que vous avez une idée bien précise en tête, c'est compliqué d'embarquer tout le monde vers votre idée. Et le problème, c'est que moi, je suis très têtue et je ne lâche rien. Donc, quand j'ai une idée en tête, je vais aller jusqu'au bout et peu importe la réponse que j'ai en face de moi. Donc oui, c'est compliqué parce que je n'abandonne jamais. Et maintenant, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite ? Beaucoup de succès. Alors maintenant, je vais te poser la question gimmick que je pose à tout le monde. Si tu devais donner un conseil à une jeune femme qui aimerait faire comme toi, donc peut-être pas une minaudière, mais qui aimerait lancer un projet fou, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, j'aurais pas un seul conseil à lui donner, malheureusement pour elle. J'en aurais plein. Celui que je retiendrai, c'est ne rien lâcher. C'est un super conseil. Merci beaucoup, Aurore. Merci, Anne. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Aurore Vaste sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou de vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le prochain rendez-vous sur ce podcast Brillante sera le 21 mai. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast Le bijou comme un bisou pour une nouvelle histoire ou une actualité du bijou. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant et en le partageant sur vos réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillants.